Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, effervescence au Libéria. Les électeurs sont appelés aux urnes ce 10 octobre pour les élections générales. Principal enjeu, la paix dans un pays traumatisé par une décennie de guerre civile, mais aussi l'économie dans un contexte difficile marqué par une forte inflation. Le monde de la finance a les yeux braqués sur Marrakech ce 9 octobre. La ville ocre accueille depuis ce lundi les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Près de 12 000 acteurs de la finance y prennent part. Et puis Montpellier abrite jusqu'au 15 octobre 2023 la Biennale Euro-Africa, événement qui vise à bâtir un partenariat équilibré entre l'Afrique et la France. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, jour de vote au Libéria. Les électeurs sont appelés aux urnes ce 10 octobre pour des élections présidentielles et législatives. La campagne qui a pris fin samedi a été marquée par des tensions qui se sont soldées par 2 pertes en vie humaine. La paix est donc un enjeu majeur selon certains observateurs. Les détails avec Samantha Saberou-Saboubanga. Démarrée depuis le 5 août dernier, la campagne pour les élections générales du Libéria du 10 octobre 2023 s'est achevée le 8 octobre au soir. Le président sortant, George Weah, qui brigue un second mandat, fera face à 19 autres candidats. Les 2 principales affiches du scrutin présidentiel sont George Weah et l'ancien vice-président Joseph Boakai. Il n'est pas rare en Afrique que la campagne électorale soit une source de tension. Comme la présidentielle est la reine des élections, c'est un petit peu normal que la tension atteigne son paroxysme. En ce qui concerne le Libéria, des militants de l'opposition et du pouvoir se sont affrontés et malheureusement on a eu à déplorer 2 morts. Mais quand on connaît le passé du Libéria, quand on connaît les 2 guerres civiles qu'elle a dû traverser et la tension qu'elle vit quasiment au quotidien, on peut se dire que ce pays s'en tire à bon compte. On a pu noter ces derniers jours de campagne que les rues ont été animées par des caravanes, des candidats se sont exprimés, ont tenté jusqu'au bout de convaincre les électeurs de voter pour eux, et cela malgré une pluie battante. Au cours de cette longue campagne, plusieurs points de tension ont été décelés. Des affrontements sont survenus le 29 septembre 2023 dans le comté de Lofa entre militants de la coalition pour le changement démocratique du parti du président sortant et sympathisants du parti d'opposition United. Selon la police, au moins 2 personnes sont mortes et 20 autres ont été blessées à Foya dans le comté de Lofa au nord du Libéria. Qu'en est-il de George Weah? Sera-t-il réélu? Généralement, en Afrique, lorsqu'un candidat présente un bilan qui n'est pas négatif, mais plutôt positif, comme l'est le bilan de George Weah, avec quand même des infrastructures, la gratuité de l'inscription dans les établissements supérieurs publics et d'autres mesures phares qu'il a prises, qu'il a réalisées, on peut dire qu'il a de fortes chances d'être reconduit par les électeurs. Cependant, Joseph Boakai, qui est son principal challenger, dispose d'un soutien assez important, celui de Prince Johnson, qui a été le soutien de George Weah à l'élection de 2017 et qui pourrait lui manquer pour l'élection de 2023. Près de 2,4 millions d'électeurs sont appelés à voter pour un nouveau président libérien. Un second tour est prévu début novembre, à moins qu'un candidat n'obtienne la majorité absolue dès le premier tour. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h GMT. Les électeurs devront également choisir leurs représentants, à savoir 15 sénateurs et 73 membres de la Chambre des représentants. Coup de balai au sein de l'opposition au Tchad. 50 militants du parti Les Transformateurs ont été arrêtés ce dimanche à N'Djamena alors qu'ils préparaient le retour annoncé de leur leader Success Masra. La police tchadienne évoque des risques de troubles à l'ordre public à l'approche de l'anniversaire de l'insurrection du 20 octobre 2022. Success Masra, qui de son côté évoque l'arrestation de plus de 200 de ses partisans, affirme que ces derniers ont été interpellé alors qu'il rénovait le siège du parti. Notons que ce dernier a annoncé son retour à N'Djamena le 18 octobre alors qu'il reste sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour incitation au soulèvement insurrectionnel.
Arrestation massive également en Angola en marge de manifestations anti-gouvernementales. Près de 132 personnes, dont des femmes, ont été interpellées dans l'est du pays alors qu'elles marchaient pour protester contre le coût de la vie, la corruption et la défaillance des services publics. Selon les autorités de la région, ces personnes ont agi, je cite, en rébellion en lançant des objets contre les véhicules de la police. Notons que les forces de sécurité angolaises sont accusées par Human Rights Watch d'avoir tué une quinzaine de militants hostiles au pouvoir depuis janvier 2023. C'est une première sur le sol africain depuis 50 ans. Les assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international se sont ouvertes ce 9 octobre à Marrakech au Maroc. Inflation, surendettement, réchauffement climatique. Les chantiers sont nombreux et le point central concerne bien évidemment les financements. On fait le point tout de suite avec nos envoyés spéciaux sur place. Sur ce site de Babigli, ici à Marrakech au Maroc, s'est ouvert ce 9 octobre 2023 les travaux de l'Assemblée annuelle du FMI, du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Pour une planète plus prospère, les responsables des politiques économiques et financières mondiales sont réunis pour proposer des solutions aux défis de développement les plus urgents sur la planète à l'heure où celle-ci doit faire face à différentes crises, dont le climat, mais aussi la malnutrition exacerbée par une rupture de la chaîne d'approvisionnement ou encore les défis infrastructurels. Toutes choses qui nécessitent des solutions financières importantes. En 2020, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, la FAO, chiffrait à 1,1 milliard de dollars les besoins financiers pour répondre à la crise alimentaire pour 43 millions de personnes dans 22 pays, dont le Burkina Faso, le Tchad, l'Éthiopie, la Libye, mais aussi le Mali ou encore le Niger. Une institution multilatérale, comme j'ai dit, 21 pays africains couverts. On se devait d'être là où on discute développement. Donc c'était important pour nous, même essentiel d'être là, naturellement pour pouvoir discuter avec nos partenaires, essayer d'explorer avec les uns et les autres des opportunités. La tenue de cet important rendez-vous économique en terre marocaine est au-delà de la démonstration d'une forte capacité de résilience de son économie et de sa détermination à se reconstruire rapidement, un mois seulement après le séisme qui a frappé la région, l'aveu de la position du Maroc comme carrefour socio-politico-économique majeur sur le continent africain. Pour le Maroc, ce rendez-vous révèle un enjeu important. Le pays va organiser la CAN 2025, mais également le Mondial 2030 aux côtés du Portugal et de l'Espagne. Deux événements d'envergure qui imposent d'importants chantiers sur le plan infrastructurel, mais aussi organisationnel. C'est que le Maroc vise à transmettre certains messages. Voilà, on a tourné la page du séisme, du tremblement de terre. Voilà, on s'oriente vers l'avenir. Donc, je pense que c'est un message fort que le Maroc adresse au monde entier. Que vraiment, voilà, de ce qu'on est capable de faire. Voilà, le Maroc est terre de stabilité, terre de croissance. Et je pense que le message a été bien reçu par l'FMI et la Banque mondiale. L'autre enjeu important de ce rendez-vous pour le continent africain, c'est l'obtention d'une 3e place au conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale et du FMI. Le continent est malheureusement l'un des premiers clients de ce groupe, malgré son potentiel et ses atouts pour générer une croissance inclusive et durable, grâce notamment à son secteur privé dynamique. Cette 3e place devrait permettre d'impulser des politiques économiques plus adaptées au contexte africain, mais également un soutien financier plus significatif pour le développement du continent africain. Depuis Marrakech, nous sommes Cédric Diossou, Marcel Kouassi, Séverin Douque, envoyés spéciaux d'Africa 24 au Maroc. Parallèlement, Montpellier abrite jusqu'au 15 octobre prochain la Biennale Euro-Africa. 2 ans après la tenue du nouveau sommet Afrique-France, la ville renoue de nouveau le dialogue entre les deux continents dans l'optique de bâtir un partenariat équilibré. La première journée d'échange a été portée sur l'eau dans un contexte de raréfaction de la ressource. Retrouvons sur place nos envoyés spéciaux Kamesh Katapoulé et Ousseynou Gueye. Le 28 mars 2018, les Nations Unies lançaient la décennie d'action sur l'eau pour le développement durable. Objectif, éviter une crise mondiale de l'eau en explorant notamment des solutions pour une meilleure gestion de cette ressource en voie de disparition, car l'urgence est bien réelle. D'après l'ONU, 40% de la population mondiale est aujourd'hui touchée par une pénurie d'eau et les prévisions des experts sont alarmistes. L'ONU estime que d'ici 2050, au moins une personne sur 4 vivra dans un pays où le manque d'eau douce sera chronique.
ou récurrent. Comment donc faire face à cette raréfaction de l'eau, un défi majeur qui est au cœur des Water Days qui se tiennent ici au Quorum de Montpellier dans le cadre de la Biennale Euro-Africa. Et nous sommes en compagnie d'Éric Servat, directeur du Centre international UNESCO sur l'eau. Bonjour Monsieur Servat. Dans un rapport publié cette année, l'UNESCO a alerté sur le risque imminent de crise mondiale de l'eau. Est-ce qu'elle peut encore être évitée au vu des chiffres actuels ? La crise mondiale de l'eau qui est effectivement annoncée par les Nations Unies est un événement qui est devant nous si effectivement on ne fait rien, si rien ne bouge. Je crois surtout que ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est d'être en mesure d'abord de faire un constat lucide des difficultés qui sont les nôtres, auxquelles nous avons à faire face. Et ces difficultés-là, elles couvrent l'ensemble finalement de la planète. La question de l'eau est une question universelle. Chacun des pays sur cette planète est confronté à des difficultés. Elles sont de nature différente. Parfois c'est trop d'eau, parfois c'est pas assez. Mais tout le monde est confronté à ces difficultés. Et donc ce qui est important, c'est de rassembler tous les acteurs qui interviennent dans le domaine de l'eau pour essayer de trouver des solutions, pour essayer de trouver une meilleure capacité d'adaptation, pour essayer d'analyser les possibilités de résilience des systèmes qui sont déjà très contraints au regard des problématiques de l'eau, et pour essayer de trouver ensemble des voies de passage dans ce qui est un système extrêmement complexe, puisque l'eau est omniprésente dans notre quotidien et dans toutes les sociétés humaines. Octobre, l'occasion pour les participants de revenir sur les engagements pris lors de la conférence des Nations Unies sur l'eau tenue en mars dernier à New York. Le Cameroun se découvre un potentiel minier de plus en plus important, si bien que les autorités en font un pilier de l'émergence à l'horizon 2035. Encore faut-il transformer les ressources localement. Plusieurs mesures ont été annoncées à cet effet, notamment des incitations fiscales pour les entreprises qui s'inscrivent dans une dynamique d'industrialisation. On fait le point tout de suite avec Nathalie Moore. Le Cameroun entend accéder au rang de pays émergent doté d'un secteur industriel et minier fort à l'horizon 2035. Actuellement, le secteur minier ne contribue qu'à environ 1% du PIB du pays d'Afrique centrale de source officielle, un taux que le pays veut relever pour son émergence. À court terme, le Cameroun développe des projets miniers qui mettent l'accent sur la transformation des ressources minières d'ici 2 à 3 ans. Pour le ministre camerounais des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Fou Calistos Gentry, le défi du développement peut être relevé en apportant au niveau local de la valeur ajoutée aux produits extractifs. En effet, la valeur d'un produit minier gagne plus de 5 fois sa valeur en le transformant avant son exportation. Le code minier prévoit que tout ce qui sort de ce secteur, 15% va être transformé au Cameroun. Je prends le cas de bauxite. Si le bauxite pur est vendu à $40, si c'est transformé en alumine, on peut vendre ça à $400. Si c'est transformé en aluminium, on passe à des milliers de dollars. Donc pour nous, la transformation n'est pas négociable. La transformation des ressources minières est inscrite dans les programmes de développement du Cameroun. Pour permettre l'essor de ce segment, le gouvernement a prévu des incitations fiscales pour les entreprises extractives. La taxe ad valorem qui s'applique aux sociétés minières au Cameroun est prélevée au taux de 5% de la valeur des produits des mines extraits. Et beaucoup des éléments sont déjà réunis. Les éléments comme l'énergie, les éléments d'infrastructure, les éléments d'incitation. Au Cameroun, on a le code minier. Au Cameroun, on a aussi les incitations de 2013. Et sur ça, on a le projet, le plan directeur d'industrialisation qui a essayé de restructurer et regrouper toute cette activité en filière. Le sous-sol camerounais dispose notamment d'importants gisements de minerais de fer, de bauxite, de diamants, de calcaire, de rutile, de cobalt et de nickel. Le pays a mis en évidence 300 nouvelles anomalies géochimiques, des indices et des gisements miniers sur 40% du territoire national en 2019.
Dans le reste de l'actualité, la Côte d'Ivoire veut se maintenir au vert. 11,5 milliards de francs CFA vont être débloqués pour soutenir des projets d'efficacité énergétique. L'objectif à terme est de favoriser la transition énergétique tout en réduisant la dépendance aux sources d'énergie non renouvelables. Concrètement, le pays ambitionne de réduire de 28% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Aménédi. En Côte d'Ivoire, un financement de 11,5 milliards de francs CFA a été mis à la disposition de 2 banques partenaires locales, Société Générale et NCIA par l'AFD, pour des projets d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable. Il s'agit d'un programme de financement qui a pour objectif de réduire la consommation d'énergie des entreprises et des particuliers, dénommé SONREF, Sustainable Use of Natural Resources and Energy Finance, à travers le développement des énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Donc en termes d'opportunités, ce sont des ressources financières qui vont permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir continuer de développer tout ce qui est approche de réduction ou de réduction de la dépendance aux énergies renouvelables. Il faut dire déjà qu'en termes d'opportunités, la Côte d'Ivoire dispose de plusieurs ressources qui permettent de mettre en œuvre assez facilement toutes ces transitions énergétiques-là. Par exemple, nous avons beaucoup de déchets agricoles qui peuvent être utilisés dans le cadre de tout ce qui est production d'énergie renouvelable. Une partie de l'investissement sera consacrée à la mise en place de systèmes d'éclairage économe en énergie dans les bâtiments, la promotion de l'utilisation de l'énergie solaire dans les industries et la sensibilisation des citoyens aux gestes éco-responsables. À côté de cela, comme je disais, le potentiel il est énorme en Côte d'Ivoire. Les défis principaux, surtout au niveau de l'efficacité énergétique, résident essentiellement dans la réalisation d'audits énergétiques pour réduire ou amener la plupart des entreprises, des consommateurs à pouvoir réduire leur consommation tant en pétrole, en gaz qu'en électricité. Les engagements pris à l'occasion de la COP21, intitulés « Contributions prévues déterminées au niveau national », ont fixé comme objectif de réduire de 28% les émissions de gaz à effet de serre entre 2014 et 2030. C'est dans ce contexte qu'intervient le programme SONREF Côte d'Ivoire, programme de finances vertes qui vise à promouvoir les investissements du secteur privé au bénéfice de la transition énergétique ivoirienne. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.